Avec la Shoah, le monde découvre l'horreur antisémite poussée à son extrême. Entre prise de conscience et bouleversement géopolitique, arrive le temps de grands espoirs et de nouvelles inquiétudes. Janvier 1945. En route vers Berlin, sur le front de l'Est, la 100e division de l'armée rouge découvre par hasard les camps d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand complexe concentrationnaire et d'extermination du Troisième Reich. Pourchassés, déshumanisés, 6 millions de Juifs ont été assassinés durant la Seconde Guerre mondiale par fusillade de masse ou par gaz. Basically, 2/3 of European Jewry has been killed, and there are survivors. They've lost quite often family members. Their whole family structure will probably be broken. Many governments are not that happy to acknowledge that Jewish suffering was of a different nature than the suffering of the rest of the nation. Die meisten dieser Rückkehrer haben keine sehr nostalgische Erinnerung an diese Rückkehr. Sie wurden nicht mit offenen Armen empfangen. Ich kenne die Geschichte von meinem Vater, der selbst im Mai 1945 aus dem Konzentrationslager befreit wurde, in seine Heimatstadt in der Nähe von Auschwitz zurückkam. Und er sagte, wir mussten uns verteidigen. Wir mussten uns verteidigen, denn viele Polen wollten jetzt natürlich unsere Wohnungen, die hatten sie sich angeeignet und dann gesagt, was, jetzt haben noch Juden überlebt, die kommen zurück. Und diese Geschichten hört man ganz oft. Au sortir de la guerre, 240 000 survivants de la Shoah reviennent s'installer dans leurs villes et villages polonais. Ils étaient 3 500 000 en 1939. Avant-guerre, Kielce comptait 24 000 juifs. Ils ne sont que 200, moins de 1% à rentrer. Découvrant leur maison occupée par des Polonais, n'ayant nulle part où aller, 160 d'entre eux sont accueillis dans un immeuble mis à leur disposition par une organisation juive. Ils vont y recommencer leur vie. Mais à peine un mois après leur installation, une rumeur parcourt la ville. Des Juifs auraient séquestré un enfant dans cet immeuble. Ils sont accusés d'avoir enlevé le jeune garçon afin de pratiquer des transfusions sanguines prétendument nécessaires à leur survie au sortir des camps de la mort. Robotnicy zostali zawiadomieni przez rodzinę chłopca, ponieważ cała rodzina Błaszczyków właściwie pracowała w Ludwikowie, czyli w tej fabryce, która dołączyła do tłumu, i po południu, około 12, po drugim śniadaniu przyszła na planty. I tak się zaczyna pogrom kielecki. Une habitante raconte. J'ai vu une femme tuée à bout portant et tomber par le balcon. Puis ils ont commencé à jeter les gens dans l'eau. Ils les achevaient à coups de bâton dans la rivière. La rumeur qui a parcouru Kielce porte un nom. C'est le retour des légendes de sang. Durant l'Antiquité, on accusait les Juifs de tuer des enfants pour utiliser leur sang dans des rituels religieux. Réapparu sous la forme d'un mythe chrétien au Moyen-Âge, recyclé par la Russie tsariste, réutilisé par les nazis, cette légende a traversé les siècles. W taki czy inny sposób. Innymi słowy, za tymi legendami, o których tu mówimy,
zawsze stoją ekonomiczne przyczyny mordu. One zawsze istnieją. Tak jak w przypadku tego bankiera, który w Norwich, tak i tutaj te ekonomiczne przyczyny są ewidentne. Au cours de ce pogrom, 42 juifs sont tués et 80 blessés. La brutalité du pogrom de Kielce a mis fin à l'espoir de beaucoup de juifs de se réinstaller en Pologne après la fin de l'occupation nazie. Certainly, the Poles became not less anti-Semitic after the war. Many people have profited from Jewish property. There's very little to share. So everyone who comes back, in a sense, is a competitor. Das heißt, man wollte eigentlich nicht dort bleiben. Man wollte vielleicht auch nicht in einem kommunistischen Regime bleiben. Aber wohin konnte man gehen? Nach Israel? Nein, Israel gab es ja noch nicht. Die Briten haben die Tore Palästinas verriegelt, haben eigentlich legal niemand reingelassen. Die Amerikaner hatten sehr rigorose Einwanderungsgesetze. Und nun kamen diese in Osteuropa lebenden Juden ausgerechnet nach Deutschland. Ces personnes-là vont avoir un nom, displaced persons, des personnes déplacées. Et il va donc se constituer en Europe, au cœur de l'Europe, un problème humanitaire. Avec ces 200 ou 300 000 juifs qui disent « Nous, on ne peut pas ou on ne veut pas retourner en Allemagne ou en Pologne. Pour eux, l'Europe est un cimetière. » Et parmi eux, beaucoup se souviennent qu'ils ont un cousin, un frère, un neveu, qui a eu la bonne idée, lui, de partir en Palestine dans l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là, qui ont vécu la pire des expériences humaines? Et là, à l'ONU, et je dirais dans l'opinion publique internationale, on comprend qu'on ne saurait opposer de veto à leur demande élémentaire de se retrouver dans cette patrie qui va faire d'eux des citoyens. Pour beaucoup de juifs rescapés, la Palestine devient la principale destination possible. Ils veulent rejoindre les 600 000 juifs déjà présents sur ce territoire et qui ont posé les fondations d'un futur État en construisant infrastructures, administration et universités. La création d'un État-refuge confère une légitimité morale au combat des Juifs arrivés depuis la fin du XIXe siècle. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution prévoyant un partage entre un État arabe et un État juif. L'ONU confie cette mission aux Britanniques encore présents sur le territoire. Le plan de partage est rejeté par le leadership arabe déterminé à l'empêcher par les armes. Les Britanniques décident alors d'abandonner leur mission et précipitent leur départ. Le 14 mai 1948, David Ben Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël. Et là, c'est une révolution copernicienne pour le peuple juif et qui a des conséquences sur à la fois la nature de l'antisémitisme, mais sur la manière dont l'antisémitisme est vécu et perçu. Le traumatisme qui a été infligé aux Juifs au cours du XXe siècle fait que les Juifs ont le sentiment que quelque part, au moins, les lois ne peuvent pas changer puisque c'est un pays pour les Juifs. Le lendemain de l'indépendance d'Israël, les pays arabes voisins déclarent la guerre à l'État juif et considèrent alors différemment leur propre population juive. Les Juifs d'Irak et du Yémen sont les premières victimes d'un antisémitisme prenant prétexte de la création de l'État d'Israël.
En l'espace de 2 ans, la quasi-totalité d'entre eux quittent leur pays après avoir perdu leur nationalité. Nous avons dû quitter notre propre pays comme des criminels. Les Juifs n'osaient pas aller dans les rues. Chacun avait compris que nous ne pourrions plus vivre ici. In the case of the Jews who fled from the Arab lands, the War of Independence was what triggered that. But you also have, earlier examples of violence against Jews in Arab lands. There's actually a fairly long history of that. En 1948, il reste encore 850 000 Juifs en terres arabes. Pendant ce temps-là, sur le continent européen, c'est en Union soviétique que réside désormais la plus importante communauté juive. Ils sont 2 millions. Présents dans toutes les couches de la population, certains font aussi partie des élites culturelles et politiques. Protégés individuellement dans leur engagement au sein du régime soviétique, il leur est difficile, parfois impossible, de préserver leur identité juive. Le 4 octobre 1948, Golda Meir, qui avait quitté l'Empire russe et ses pogroms au début du siècle, est nommée ambassadrice d'Israël à Moscou. L'URSS est le premier État à reconnaître l'État juif. Dans les rues de Moscou, des dizaines de milliers de Juifs accueillent Golda Meir au cri de « Le peuple juif est en vie ». Mais Staline est méfiant. C'est pour lui la manifestation trop criante d'un nationalisme juif. Elle est reçue avec un enthousiasme, avec une émotion, lorsqu'elle se rend à la synagogue de Moscou. Et c'est vraisemblablement ce qui fait peur aux soviétiques. Ils ont le sentiment que cette communauté juive se reconnaît dans ce nouvel État d'Israël qui vient à peine de naître. C'est là que le tournant antisémite de la politique soviétique va prendre toute son ampleur. 2 mois plus tard, Staline organise la liquidation du comité antifasciste juif après avoir commandité l'assassinat de son président, Solomon Michols. Soucieux de l'adhésion au communisme, Staline lutte contre toutes les religions et veut renforcer l'identité slave comme point de ralliement à l'URSS. Désormais, les journaux, les maisons d'édition et les théâtres yiddish sont interdits. Et Staline orchestre publiquement l'arrestation de milliers de Juifs. Pour la première fois, en Europe, après la Shoah, on a un régime qui mène ouvertement une campagne d'antisémitisme d'État. En 1952, Staline souhaite mettre la République tchécoslovaque au pas et se débarrasser de la direction en place à Prague. Le 20 novembre s'ouvre le procès de 14 membres importants du Parti communiste qui sont accusés de conspiration. 11 des accusés sont juifs. Parmi eux, Rudolf Slansky, secrétaire général du parti. Dans le cas du procès Slansky, du procès de Prague, les soviétiques font appel à un imaginaire séculaire de l'antisémitisme, où le juif est par nécessité un traître par excellence. Slansky va être présenté comme un suppôt du sionisme. Avec ce mot valise de sionisme, on va trouver le subterfuge. Au lieu d'employer, on ne peut pas, cet interdit pèse encore, et plus encore après la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas s'afficher ouvertement antisémite, il suffit de leur plaquer cette étiquette infamante. Et en gros, dans ce vocabulaire-là, sioniste veut dire juif. Kdo prováděl tyto akce? Akce byly prováděny za pomoc sionistické organizace, řízeny byly z Izraelu. Le dernier témoin, appelé à la barre, Simon Orenstein, invente une histoire. Il raconte que les dirigeants sionistes auraient pour objectif de détruire le bloc de l'Est et de contrôler le monde à partir d'une base militaire secrète.
Le mythe du complot juif inventé par la Russie tsariste, réutilisé par les nazis, est à présent recyclé par Staline sous la forme d'un complot sioniste. 6 semaines plus tard, Staline met en scène à Moscou un procès spectaculaire appelé le complot des blouses blanches. Des médecins du Kremlin, presque tous juifs, sont accusés d'avoir tenté d'empoisonner des dirigeants communistes sur ordre d'une organisation juive internationale. Staline meurt 3 mois plus tard. L'écrivain Vassili Grossman travaille alors à un roman qui dénonce sans concession la société soviétique pendant et après-guerre. L'antisémitisme se rencontre aussi bien sur un marché qu'à l'Académie des sciences, dans l'âme d'un vieillard que dans les jeux d'enfants. Il est le miroir des défauts d'un homme pris individuellement, des sociétés civiles et des États. Dis-moi ce dont tu accuses les Juifs, et je te dirai ce dont tu es toi-même coupable. Le manuscrit et toutes les copies seront saisies par le KGB. L'Union soviétique n'était pas un pays racial, racialisant, raciste, mais un pays qui fonctionnait en permanence avec du racisme. Et donc, il faut lire l'antisémitisme dans ce contexte-là. Et par ailleurs, il est très important de rappeler que les Juifs, même s'ils étaient les ennemis par excellence de l'Union soviétique, n'étaient pas les seuls. Il faut penser au destin des Tchétchènes, au destin des Tatars, au destin des Coréens, au destin des Ukrainiens, autant de minorités qui ont été persécutées en masse et à une échelle bien plus grande en termes du nombre de victimes. Le régime soviétique a opéré un tournant antisémite quand il a eu besoin de se renforcer et de mobiliser les foules. Cet outil politique, l'antisémitisme fonctionnel, est à nouveau utilisé, longtemps après son apparition il y a plusieurs siècles. L'adjectif fonctionnel accolé donc à l'antisémitisme est une façon de comprendre finalement pourquoi cette doctrine de haine a connu une telle longévité. C'est une façon de signaler que l'antisémitisme donc sert surtout à des personnes qui soit détestent vraiment les Juifs, soit ont intérêt à détester les Juifs ou à faire croire qu'ils détestent les Juifs ou qu'ils les considèrent de manière négative. Et comme l'a montré Hannah Arendt, ces régimes totalitaires ont besoin en permanence d'être mobilisés au service de quelque chose ou contre quelque chose. Et d'ailleurs, plutôt contre quelque chose. Tout comme en URSS, pour asseoir leur autorité, les leaders du monde arabe vont pointer des ennemis intérieurs. L'antisémitisme fonctionnel va devenir l'un des instruments de cette stratégie. Le 14 novembre, Gamal Abdel Nasser devient Premier ministre d'Égypte. Après avoir consolidé son pouvoir, il unit le monde arabe sous sa direction et en devient le porte-parole. Dans le monde arabo-musulman, en quelques années, l'antisémitisme moderne va entrer dans une nouvelle dimension. Arab nationalism has its strongest origins in Egypt. Nasser's developed a great deal of admiration for European nationalism in general and German nationalism in particular. And he saw this as a way of restoring Arab identity, Arab pride, a sense of Arab destiny. If you read his speeches and his policies, his diatribes against the Jewish state, against the Zionist entity, and so on, it's about a power struggle
It's more about power than about purity. Au cœur de plus en plus de discours, Israël et les Juifs deviennent les responsables de la difficulté à réaliser l'unité du monde arabe. En Égypte, ils sont présentés comme une cinquième colonne et la cause des malheurs du pays. C'est le retour d'une accusation propagée ici 2000 ans plus tôt. À Alexandrie, en 38 après Jésus-Christ, les Juifs étaient considérés comme responsables de la chute de l'Égypte aux mains des Perses, puis des Grecs et enfin des Romains. Il faut expliquer l'échec. Et quand il faut expliquer l'échec, il faut mobiliser des explications rationnelles et irrationnelles. On va dire, on a échoué parce que les Juifs dominent le monde, parce que les États-Unis sont à la solde d'Israël, parce que la presse, les médias sont tenus par des Juifs. On a réactualisé l'idée qu'on ne combattait pas les Juifs en tant que tels, mais qu'on combattait une engeance qui était liée, non pas protégée, mais qui était d'essence en quelque sorte satanique. Et c'est ce qu'on retrouve bien effectivement dans la caricature arabe à partir de 48, où l'on voit effectivement les stéréotypes qui étaient ceux de la caricature nazie. Et donc il y a, encore une fois, cette idée très prégnante et qui permet de rassurer. Si on prête aux Juifs le fait d'avoir des liens secrets avec le démon, avec Satan, eh bien on peut effectivement justifier pourquoi on n'est pas capable d'en terminer avec cet état-là. Nie znając języka arabskiego, nie mogłam przeczytać, co jest tam napisane, ale znajdowałam tam przykłady w charakterze odsyłaczy bibliograficznych. To Polska katolicka zainfekowała Rosję. I tak samo dzieje się dzisiaj z tą podróżą wątków do krajów arabskich. Po prostu wszędzie ludzie śnią, jeśli potrzebują coś odreagować. Pour propager l'existence d'un complot juif, le frère de Nasser va se servir lui aussi des protocoles des sages de Sion, la propagande antisémite la plus vendue à travers le monde. Il édite une nouvelle version et la diffuse dans le monde arabe. Moi, j'ai été saisi en visitant au Caire le bazar dans lequel il y avait en arabe la version actualisée des protocoles des sages de Sion. J'étais stupéfié de voir ce faux fabriqué par la police tsariste, remis au goût du jour par Goebbels, à présent dans un bazar au Caire. The history has an impact on the psychology of people. And if you see wars where Muslim countries go to war against Israel and then Israel wins, so they are not the feeble ones, but they turn out to be the stronger ones in this case, then this can lead to some psychological reactions, I think, where how can you explain this if in the tradition Jews are inferior, but now the reality shows you this does not work. So it's very easy then to say, okay, this can only be because there's a conspiracy. Les islamistes aussi propagent l'idée d'un complot juif. Déjà durant la Seconde Guerre mondiale, le grand moufti de Jérusalem, allié des nazis, diffusait cette rengaine sur les ondes radio à destination du monde arabe. En 1954, c'est au tour du plus grand mouvement islamiste, les Frères musulmans, d'en être le principal promoteur en radicalisant encore son discours. Une radicalisation incarnée par Saïd Qutb, son idéologue le plus influent. Il est alors connu comme le théoricien du djihad armé et l'auteur du livre « Notre combat contre les Juifs ». For Sayyid Qutb, Jewish is the contagion, and it's in their blood. That's why they have to be exterminated. They can't be redeemed or converted or assimilated. When he says the essence of the Jews is evil, he doesn't mean that all Jews are evil. He means all evil is Jewish. And the Jew is responsible for all ills and conspiring against Islam, using Christianity, using others to conspire against Islam. So that's very fundamental in the Islamist thinking.
So he influenced, I could name many famous ones, Osama bin Laden, Al-Qaeda, Hassan al-Turabi, the head of, who was a Sudanese leader, Ahmed Yassin, the founder of Hamas, Nasser Nasrallah, Hezbollah. Qutb has an impact on all of these. En 1956, suite à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte, un conflit l'oppose à Israël, l'Angleterre et la France. Les Juifs égyptiens sont déclarés officiellement ennemis de l'État. Dans les mosquées, sur ordre du pouvoir, on promet leur expulsion prochaine. Privés de leurs biens et de leur nationalité, ils sont contraints de partir. Dans les 15 ans qui suivent, les populations juives quitteront dans leur grande majorité l'Algérie, la Tunisie et la plupart des pays du monde arabo-musulman où elles vivaient depuis des siècles. La discrimination, les intimidations et les violences, sans être les seuls facteurs, sont déterminantes dans ces départs. Dans ces pays, il n'existe plus vraiment de communauté juive, mais l'antisémitisme continuera à se développer. When the Jew is demonized, when the Jew becomes the source of all evil, the Jew becomes as invisible as Satan. The Jew is not anyone you can see or point to. The Jew is a concept, not a person. Dans ces pays, un antisémitisme sans juifs imprégnera une partie de l'opinion, au point de devenir acceptable et visible dans des programmes grand public à la télévision. On le retrouve même dans des caméras cachées où l'on s'amuse à faire croire à des personnalités qu'elles participent à une émission avec des juifs israéliens. L'antisémitisme n'y est plus tabou, mais assumé. C'est devenu un divertissement. وضع التلفزيون الإسرائيلي. الإعداد ما حكى لك إن هذا تلفزيون إسرائيلي؟ لا. ولكن هو إيه؟ إيه المشكلة؟ حضرتك مين؟ حضرتك معاك بطاقة؟ ده مصري ولا إيه؟ أنا موجود في بلد. بلد أنت جاي منين يعني؟ حفظ ولا ما حفظ؟ أنت مين؟ يا محمود. أنت مين؟ يا محمود. أنت مين؟ أنا شايف يا محمود احنا الحكم بعد المزاولة على فكرة. احنا الحكم بعد المزاولة. حرام عليك يا دكتور كده اصلا. L'hostilité à l'égard des Juifs sur des territoires dont ils sont absents est un phénomène déjà rencontré à travers les siècles passés. احنا الحكم بعد المزاولة. احنا كلنا مصريين. Anti-Judaism is not about real Jews alone. It's not only about Jews of flesh and blood. The system of thought built out of claiming the most particular of hatreds, the Jew as a symbol of a particular people who stand for a certain enmity to other things. Au milieu des années 50, les Juifs représentent 0,005% de la population mondiale. Un tiers d'entre eux vit en Europe. Ils sont 3 500 000. En Israël, leur nombre avoisine 1 600 000 personnes. C'est désormais en Amérique que vivent plus de la moitié des populations juives. Ils sont près de 7 millions. Aux États-Unis, même si les Juifs sont libres et égaux, un antisémitisme racial s'est installé dans certaines institutions. Most major universities in the United States between the 1920s and the 1960s tried to limit Jewish students. So they imposed these numerical quotas in order to maintain the character of the universities as essentially white Anglo-Saxon Protestant institutions. Le futur écrivain Philip Roth est un étudiant à l'université Rutgers de Newark, au milieu des années 50. Bien que déçu par cette politique de quotas, ce numerus clausus, il veut incarner la fierté d'une identité à la fois juive et américaine. Les enfants juifs de ma génération et moi avons grandi avec ce sentiment fabuleux qu'aucun d'entre nous n'avait moins de droits que les autres Américains. Nos grands-parents s'étaient arrachés à leur shtetl.
Et quand j'essayais de reconstituer les détails de notre existence pré-américaine, je me heurtais à une amnésie volontaire et qui n'était pas propre à ma famille. Un événement va réveiller la mémoire et le souvenir de l'antisémitisme chez de nombreux juifs américains. In Jerusalem, the trial of Adolf Eichmann begins, reviving memories of the Nazi horrors of the... En 1961, le procès d'Adolf Eichmann a une résonance internationale. Criminel de guerre nazie, il est l'un des responsables de la mise en œuvre de la solution finale durant la Seconde Guerre mondiale. Son procès donne la parole à de nombreux survivants et constitue la première poursuite devant un tribunal pour crimes contre le peuple juif. Another result of the Eichmann trial was the fact that it made many Jews in the United States, for the first time, really confront the enormity of what had happened in Europe under the Nazis. And it produced a very kind of militant Judaism here. We had groups appear like the Jewish Defense League that were very militant and saying, never again. On se rend compte dans les années 1950, les années 1960, qu'il y a une participation de juifs en tant que personnalité ou en tant que militants au mouvement pour les droits civiques. Il y a quelque chose qui est très fort et qui est la Black Jewish Coalition. So there was quite a period in which Jewish people and black people in the United States were very much together, very much pushing forward on civil rights together. And in fact, as a result, it was not only black people who were being martyred, who were being murdered by the Klan and police in the South, it was also, to a fairly significant extent, Jewish people. So there was a great deal of cooperations. Les antisémites voient des juifs partout. Moi, j'aimerais bien voir des antisémites, mais je ne les vois pas, car ce n'est pas à la mode aujourd'hui d'être antisémite. Ces années 60 sont un tournant. Aux États-Unis comme en France, romans, films et débats télévisés interrogeant l'antisémitisme et son passé se multiplient. Vous serez ému jusqu'aux larmes par ce film qui raconte une histoire vraie, l'histoire d'une bouleversante amitié entre un enfant juif et un vieillard antisémite. 30 000 personnes déjà ont acheté ce livre. C'est pourtant lundi seulement que le prix Goncourt sera décerné officiellement à André Schwarzbart. Un roman choc retrace l'histoire de l'antisémitisme à travers la vie d'une famille depuis le Moyen-Âge. La parole antisémite semble s'éteindre. Il s'était fait une espèce de silence. L'antisémitisme officiel avait disparu. Personne n'aurait osé dire mort aux Juifs comme avant la guerre, parce que mort aux Juifs était devenu la mort des Juifs. Donc on faisait attention, et ça a duré comme ça pendant une génération. Les années 60 sont aussi le temps de l'analyse et de l'étude du phénomène dans les universités. De Hannah Arendt à Stanley Milgram, sociologues, psychologues et philosophes sondent les mécanismes universels de la haine. Il y a une demande très forte d'essayer d'expliquer le phénomène. Et je dirais également avec une certaine modestie, c'est-à-dire en sachant bien qu'on éclaire une part du problème, mais qu'on ne l'épuise pas. Voilà. À Paris, depuis la fin de la guerre, l'historien Jules Isaac multiplie les livres faisant la genèse de l'antisémitisme. Au début des années 60, sa parole va avoir un impact mondial sur la perception des Juifs. On me dira, pourquoi vous tournez du côté de l'antisémitisme religieux chrétien qui ne joue plus de nos jours qu'un rôle secondaire? Pourquoi? Parce que je suis historien habitué à considérer de tels problèmes dans toute l'ampleur de leur durée et non pas dans l'instant présent passager, éphémère. L'enquête historique m'a révélé que la racine la plus profonde de l'antisémitisme
était un certain enseignement traditionnel chrétien qui s'est exercé pendant près de 2000 ans, de génération en génération, pendant des siècles, par des milliers de voix. Le 13 juin 1960, Jules Isaac obtient une audience auprès du pape Jean XXIII. Jules Isaac va dire à Jean XXIII que c'est pas possible pour un chrétien d'être dans ce déni et d'ignorer que sur les terres chrétiennes, des juifs ont été persécutés. Lors de cet entretien, le pape déclare « Vous avez le droit à plus que de l'espoir ». 2 ans plus tard, le 11 octobre 1962, il ouvre à Rome le Concile Vatican II, qui rassemble 2300 évêques venus du monde entier. Ils travaillent à redéfinir la place de l'Église dans le monde. Un de leurs objectifs est d'établir de nouvelles relations entre le christianisme et le judaïsme. J'étais jeune séminariste. Je voyageais à Rome pour assister à la dernière session. L'idée était indispensable pour qu'il y ait un regard de nouveau positif sur le peuple juif et sur le judaïsme. La mentalité chrétienne est remplie de diable. Et cette mentalité, il faut l'enlever. C'est le poison qui se trouve dans toute religion. Le pape demande qu'on revoie la liturgie et qu'on revoie le catéchisme, comme le fait de radier dans la liturgie la mention des juifs perfides. En octobre 1965, après 3 années de débat, une déclaration est adoptée. Ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits. Comment ne pas célébrer le fait qu'une tradition religieuse aussi ample, aussi installée, aussi puissante, reprenne son passé, le réévalue et cherche à se dire je peux encore exister même en ayant dénoncé cette phase immense de moi-même. Après 2000 ans d'histoire, l'Église a officiellement rompu avec l'anti-judaïsme. 25 ans après la Shoah, en Europe occidentale, beaucoup se mettent à croire à une fin définitive de la haine dont les Juifs ont été l'objet. Des années 45 aux années 70, où on a eu le sentiment que voilà, tout ceci était en baisse, tout ceci était finalement peut-être quelque chose dont on s'était débarrassé, et on se rend compte que non. Ja, wie immer, es gab Kontinuitäten und Brüche im Antisemitismus. Es gab aber auch den linken Antisemitismus. Oft vergessen, eine ganze Anschlagswelle dann in den Jahren danach, im Jahr 1970, ein Anschlag auf das jüdische Altersheim in München, in dem auch teilweise Holocaust-Überlebende ihr Leben verloren. Ces attentats font de tout juif une cible potentielle afin d'attirer l'attention sur la cause palestinienne. If one definition of anti-Semitism is to imagine and exaggerate the power of Jews and imagine that power as a primary challenge that must be overcome in order to secure the well-being of your community or the world, Israel poses a peculiar chapter in that history. Dans une partie des mouvements d'extrême droite européenne, mais aussi dans certains mouvements d'extrême gauche,
un antisionisme radical se diffuse et estompe ses frontières avec l'antisémitisme. L'antisémitisme de gauche n'a pas totalement disparu après la Seconde Guerre mondiale et il va connaître une seconde jeunesse à la faveur du conflit israélo-palestinien qui va reproposer la figure des Juifs en figure d'oppresseurs. Mais je crois qu'il est important de dire aussi que toute une partie de l'extrême gauche n'est pas antisémites, qui trotskistes, qui maoïstes, qui n'ont jamais été antisémites. Le fait de vouloir aussi se donner parfois une dimension anticoloniale peut favoriser ce type de basculement ou des phénomènes de légèreté coupable par rapport à des courants dont il est pourtant manifeste que leur mobilisation politique est une mobilisation d'hostilité non seulement envers un État en particulier, ce qui déjà en soi pose problème, mais en réalité est une hostilité qui est une hostilité antisémite. Et je pense que c'est peut-être également une des rançons de la réussite de la lutte contre l'antisémitisme, c'est que puisqu'on ne peut plus dire que l'on déteste les Juifs, qu'on ne les aime pas, eh bien, on va trouver un véhicule différent pour le dire. L'année 1975 consacre la force de ce mouvement à travers le monde. Le 30 août, à Lima, au Pérou, se tient la conférence des ministres des Affaires étrangères des 77 pays non alignés, allant du Yémen au Sri Lanka, de Cuba au Burundi. Malgré les désaccords, ils décident de condamner le sionisme en tant que menace majeure contre la paix et la sécurité dans le monde. Cette rhétorique tiers-mondiste, révolutionnariste, etc., va, dans certains cas, pas systématiquement, mais dans certains cas, ériger Israël comme valet de l'impérialisme, pays fasciste, pays raciste, etc., et créer une représentation entièrement négative. Ça vient d'abord de l'Union soviétique, ça passe par les gouvernements révolutionnaires qui trouvent là ce dont les sociétés ont besoin en général, ou plutôt ce dont les pouvoirs ont besoin en général pour calmer les critiques, les contestations, c'est un bouc émissaire. 3 mois après la conférence de Lima, le 10 novembre 1975, à l'initiative du bloc de l'Est et des pays arabes, l'Assemblée générale des Nations unies, dont le secrétaire général se révèle être alors un ancien nazi, Kurt Waldheim, adopte une résolution décrétant que le sionisme est une forme de racisme. La résolution de l'ONU sera révoquée en 1991, mais l'association sionisme-racisme est installée et va durer. Volontairement pour certains au nom de l'antiracisme, involontairement pour d'autres sous la bannière des droits de l'homme, l'antisionisme deviendra l'un des nouveaux visages de l'antisémitisme. Why would you identify Zionism with racism? You identify Zionism with racism because we know racism is evil. And what is morally required when we are faced with racism? We have to put an end to it. Ich kann ja Israel kritisieren, ich kann ja was gegen Israel sagen, ich kann ja gegen Israel was unternehmen. Das hat ja noch nichts mit Antisemitismus zu tun. Das stimmt natürlich. Natürlich kann jeder Israel kritisieren, das ist ja ganz klar. Aber in dem Moment, in dem antijüdische Stereotypen benutzt werden, in dem Moment wird natürlich ein Kreis geschlossen. Und da wird wieder ein Bild gegen die Juden benutzt, wie wir es seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten schon kennen. There certainly are people for whom
the power of Israel is overwhelming. I think, for example, of a Palestinian living in the West Bank or Gaza. For those people to imagine the primary challenge to their world as being Israel or even the Jews is not anti-Semitic. In some ways it seems understandable in terms of the real conditions of their life. At the same time, for millions of people to imagine the primary challenge to the world to be Israel, that is a very different thing. Un ignoble attentat raciste a été commis aujourd'hui en fin d'après-midi à Paris. Il s'agit d'une bombe qui a été placée un peu avant 19h devant la synagogue de cette petite rue du 16e arrondissement. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, on a assassiné des Français parce qu'ils étaient juifs. Au début des années 80, la série d'attentats déclenchés en Allemagne en 1970 touche le reste de l'Europe. Quel sentiment vous avez aujourd'hui? J'ai un sentiment de honte et de douleur et de désespoir. Le retour d'actes meurtriers, bien qu'isolés, est une onde de choc. Des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues de Paris, Vienne et Anvers. Durant les années 80, les mobilisations de masse contre le racisme se multiplient. La parole antisémite devient un délit dans les lois de nombreux pays. Et l'on se préoccupe avec plus d'intensité du sort des Juifs à travers le monde. En Israël, aux États-Unis ou en Europe, les opérations de soutien aux Juifs discriminés du RSS se multiplient. C'est aussi durant ces années que l'opinion publique européenne mesure avec plus d'intensité l'ampleur du génocide et les conséquences d'un antisémitisme poussé à son extrême. Les négationnistes qui nient l'existence de la Shoah y voient un tremplin pour populariser leur thèse jusque-là confinée dans un petit milieu. Elle va se diffuser au point de devenir un élément central du discours de l'extrême droite. This is the anti-Semite fantasy. It is in some way fits perfectly in with the old conspiracy ideas. Because how do we get thousands of survivors to give testimony? Think of the scale of the conspiracy necessary to realize that, a deception on that scale. So in some way, strangely enough, you can say that if we're looking at the history of anti-Semitic fantasies about the scale of the Jewish conspiracy, then the Holocaust in some way is the crown on that work. En réaction, les voyages à Auschwitz et les témoignages de survivants se multiplient. Des procès sont intentés et gagnés en Angleterre et au Canada. Ils démontrent la nature antisémite des négationnistes. En France, l'avocat et ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, fait partie de ceux qui les affrontent devant les tribunaux. Tout à l'heure encore, vous a répété, oui, cette entreprise, cette escroquerie politico-financière. Alors, ça veut dire quoi? Si on le traduit dans sa vérité humaine comme moi je l'ai vécu, ça veut dire que tous ceux qui sont morts, les parents et les autres, tout cela sont devenus les instruments conscients, utilisés par tous les Juifs. Pour quoi faire? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit? Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous, et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir.
Il n'a jamais voulu répondre. Mais je lui ai dit mon mépris pour lui, pour les négationnistes, qui sont rien d'autre que, en effet, je le répète, des faussaires de l'histoire. May I say how deeply grateful I am to the American people, to its leadership in Congress and the White House, and to its many benefactors, and to the survivors, especially the survivors, for helping us further the cause of remembrance. 2000 ans après la première apparition documentée d'une violence anti-juive, des politiques de reconnaissance et de réparation sont en marche. Des descendants des Juifs expulsés d'Espagne pendant l'Inquisition. Pendant 3 ans, Madrid donne la possibilité à ces Juifs de demander la nationalité espagnole, un geste très fort dont l'objectif est de réparer une tragédie vieille de 5 siècles. ¿Cuánto os hemos echado de menos? Church report confesses England was birthplace of blood libel in 1144. Si on prend l'histoire de l'antisémitisme, certains ont cherché le système prévisionnel, si vous voulez, en se fondant sur des corrélations, en se fondant sur la manière dont ça a fonctionné dans le passé, vous voyez. On n'a pas le système. Nous vivons, nous espérons que tout ira bien, et en fait, le mal revient. Et il revient parfois de manière bénigne, et parfois il revient de manière catastrophique. Wenn Sie heute einen Angriff auf eine jüdische Einrichtung in Deutschland erleben, dann fragen Sie zunächst mal, also zumindest glaube ich geht das den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde so, woher kommt das eigentlich? Aus welcher Seite? Waren das Rechtsextreme, waren das Linksextreme oder waren das Islamisten? Und das zeigt natürlich schon auch ein wirkliches Problem auf. Man ist sozusagen Zielscheibe für die verschiedensten Gruppierungen. Les agressions contre des lieux de culte ou des établissements appartenant à la communauté juive. Well, we'll stay with that story now because a new survey of Jewish Londoners says they feel threatened by Islamic 386 actes antisémites ont été recensés. C'est 120 de plus que l'an dernier. Sur la même période, je précise. We must confront the reality that around the world anti-Semitism is on the rise. We cannot deny it. Les actes antisémites ont augmenté de 45% en un an, entre janvier et août. Un nouvel épisode de l'antisémitisme est en train de s'écrire. Mais sa mise en perspective historique est encore prématurée, car il s'inscrit dans notre actualité. Un nouveau chapitre d'autant plus difficile à lire tant il est nourri à la fois d'espoir et d'inquiétude. Alors que l'antisémitisme n'a jamais été aussi dénoncé, pénalisé, condamné, il redevient parfois décomplexé, parfois ne dit pas son nom. Parfois au nom d'une liberté de haïr, ou parfois masqué, car trop honteux, il prend des formes nombreuses et nouvelles. Certains le véhiculent sans même en avoir conscience, ni situer dans quelle histoire il s'inscrit. D'autres, au contraire, savent très bien où puiser dans son passé. La résurgence qui se produit aujourd'hui, enfin dans les dernières décennies, c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer et qui en même temps ne peut absolument pas être mis en parallèle avec les montées d'antisémitisme telles que les périodes antérieures en ont connu. Rien ne permet aujourd'hui d'opérer un rapprochement avec l'antisémitisme de la fin du XIXe siècle, ni même d'opérer un rapprochement avec les périodes plus anciennes, médiévales et même des années 30. Le nouvel antisémitisme ne s'inscrit pas dans les lois des pays européens et des États-Unis. Mais ces dernières années, son actualité est particulièrement marquée par des assassinats isolés et des attentats meurtriers. Pour la première fois aux États-Unis, commis au nom de l'ultra-droite, à Pittsburgh, Jersey City, Muncie. Et à nouveau en Europe, au nom de l'islamisme, dans l'école Ozer HaTorah à Toulouse, où 3 jeunes enfants sont tués à bout portant. À Paris, Bruxelles, Vienne, ou encore à Halle, en Allemagne. Das heißt, von antisemitischer Seite gab es immer Argumente dagegen, weil man nicht rational argumentierte und argumentieren musste. Und darin liegt natürlich das große Dilemma
des Kampfes gegen den Antisemitismus. Es ist trotzdem wichtig, es war auch damals wichtig, mit rationalen Mitteln, mit Aufklärung, mit Lehre und wenn nötig mit juristischen Mitteln gegen den Antisemitismus einzuschreiten. Aber die Ergebnisse waren sehr oft begrenzt.